bonjour à tous. Donc on se retrouve pour la suite de ce corrigé de l'épreuve de physique 2 du concours central 2016 en filière PC. Donc on a déjà corrigé la première partie, donc qui était consacrée, c'était de la physique des ondes avec une étude un peu d'un câble coaxial. Et donc là, la deuxième partie, donc c'est une partie d'acoustique. Donc il se trouve que voilà, ça fait la troisième épreuve cette année que je corrige en acoustique et que tu pourras trouver en ligne. Mais les questions sont un petit peu différentes des deux épreuves que j'ai déjà corrigées. Donc il y avait une épreuve CCP sur les ondes stationnaires et les tuyaux sonores unidirectionnels et puis une épreuve Minépon sur la propagation d'une onde dans un tuyau qui se déforme. Voilà, donc là c'est encore une partie d'acoustique. Donc comme d'habitude, tu imprimes le sujet. Je mets le lien en dessous de la vidéo, tu l'étudies et tu le regardes bien sûr avant de suivre ce corrigé pour vraiment profiter de la correction. Je ne peux pas tout écrire au tableau, hein, je n'écris pas toutes les phrases, mais voilà, oralement et quand même aussi avec le tableau, on corrige ensemble cette épreuve que j'ai donnée à mes étudiants, donc en concours blanc, en PC étoile au lycée Wallon de Valenciennes. Donc, page 4, mesure acoustique. Donc la méthode consiste à mesurer la vitesse des ondes acoustiques dans un gaz, l'argon, en utilisant un résonateur sphérique de rayon A, donc ça va être des ondes stationnaires dans une sphère. Ces mesures sont effectuées à la température du point triple de l'eau pour des pressions statiques, c'est-à-dire au repos, allant de 0,5 à 7 bar. Donc principe, on considère une onde acoustique plane se propageant selon l'axe cartésien OX. Cette onde est décrite par le champ de surpression pi de x et de t, le champ des vitesses v de x et de t, le champ de masse volumique mu de x et de t, et on définit le coefficient de compressibilité isentropique. Alors, question 2A1. Donc, à la température T, quel est l'ordre de grandeur de la pression limite en dessous de laquelle un gaz réel peut être décrit par le modèle du gaz parfait? On considérera que les interactions intermoléculaires ont une portée de l'ordre de 5 nanomètres et qu'un gaz est parfait si les distances moyennes entre les molécules sont supérieures à la portée de l'interaction. Donc ça, c'est vraiment une question physique intéressante parce qu'en fait, elle est en lien avec ce qu'on appelle le modèle du gaz parfait. Alors, si tu veux valoriser ta copie, tu peux mettre un petit commentaire bonus. Il y a deux hypothèses fondamentales au modèle du gaz parfait. Donc, la première hypothèse, c'est qu'il n'y a pas d'interaction entre les molécules en dehors des chocs ponctuels, des chocs instantanés entre les molécules. Et donc, c'est pour cela qu'on te dit ici qu'il faut pouvoir négliger les interactions intermoléculaires et que donc les particules soient suffisamment distantes l'une de l'autre. Au-delà de cette distance de 5 nanomètres, bon, probablement des interactions attractives de Van der Waals. Et puis, la deuxième hypothèse, évidemment, c'est qu'on néglige la taille des molécules. Hein, donc, on considère que les molécules sont ponctuelles, mais bon, là, ici, ça n'intervenait pas. Et donc, plus le gaz est dense, et moins on pourra évidemment le considérer comme parfait. Plus il est dilué, plus son comportement se rapproche de celui d'un gaz parfait, comme tu sais bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, donc on a le gaz dans la boîte, et donc chaque atome va occuper en moyenne, on va lui attribuer un petit cube de longueur L en moyenne, et donc la densité, le nombre de particules par unité de volume, petit n, c'est le nombre total de molécules dans cette enceinte de volume V, et c'est donc aussi une molécule donc, qui occupe un petit volume propre donc de L au cube, et L, donc c'est la distance moyenne entre chaque atome. Et puis on a aussi l'équation d'état des gaz parfait, donc on va écrire avec non pas la quantité de matière, le nombre de moles, mais avec le nombre de particules, donc PV égale grand N KBT, c'est un peu les mêmes astuces qu'on a utilisées au début de l'épreuve. Et donc cette densité volumique, N sur V, elle vaut aussi P sur KBT. Donc voilà la relation qui va nous servir, 1 sur L cube est égal à P sur KBT.
Alors évidemment, plus la pression est importante et plus le gaz est dense pour tous les autres paramètres constants. Et donc la question c'était, donc quel est l'ordre de grandeur de la pression limite, hein? Donc il faudra que P soit plus petit que KBT sur L, donc cette distance de 5 nanomètres, L limite, pour qu'on puisse considérer que, donc ça on va appeler ça aussi une pression limite, pour qu'on puisse considérer que le gaz se comporte comme un gaz parfait, qu'il est suffisamment dilué. Alors on peut faire l'application numérique, bien sûr on va trouver le résultat en pascal que l'on convertit en bar, hein. 1 bar c'est 10 puissance 5 pascal, on trouve 0,4 bar. Donc il faut que la pression soit plus petite que 0,4 bar pour que le gaz puisse être considéré comme parfait, qu'on puisse négliger les attractions de Van der Waals entre les molécules. Or, l'énoncé nous disait qu'on allait de 0,5 à 7 bars, hein, donc on voit que voilà, ce n'est pas vraiment bien vérifié dans le cadre de cette étude. Donc il faudra probablement tenir du caractère réel de ce gaz. Alors, question 2A2. Donc, établir dans le cadre de l'approximation acoustique l'équation de D'Alembert vérifiée par la surpression pi de x et de t. C'est le seul calcul hein, qui soit véritablement au programme des PC et des PSI. Donc on déduit l'expression de la célérité des ondes acoustiques en fonction de mu0 et de qui est-ce. Alors cette question, elle est voilà 2 lignes, mais elle met en jeu un peu toutes les équations de l'acoustique. Alors tu vois, le jour du concours, il faut être vraiment très efficace. Donc on sait qu'il y a 3 équations pour établir l'équation de D'Alembert. Donc on a l'équation de l'air, il ne faut pas écrire l'air, il faut écrire l'équation de l'air. Mais donc il faut rappeler ça. Donc mu, donc dv sur dt, donc l'accélération convective v scalaire grade appliquée à v est égal à moins gradient de la pression totale. On néglige le poids. Voilà, donc il faut en mettre juste suffisamment sur ta copie pour bien montrer que tu maîtrises la situation. Mais en même temps, tu ne peux pas te permettre d'y passer trop de temps. Donc ça, c'est un ordre 2. Donc on va avoir... Alors, oui, petit mu dans le texte, c'était juste... Oui, c'était bien le champ de masse volumique, mu de x et de t. Donc, on va dire que c'est mu1, donc mu0 plus mu1 dv sur dt. Donc, à l'ordre le plus bas, comme v, la vitesse, est déjà d'ordre 1, mu0 dv sur dt est égal à moins dpi sur dx vecteur ux. Hein, puisque gradient P, en fait, il n'y aura que la surpression qui va intervenir. Donc ça, c'est la première équation, l'équation de l'air. On a le coefficient de compressibilité qu'on peut linéariser tout de suite. Donc 1 sur mu0, petit mu sur petit pi. Donc petit mu, on va dire que c'est l'écart hein, de masse volumique. Et puis, donc on a, donc ça c'est le comportement thermodynamique du fluide qui subit des transformations adiabatiques réversibles lorsque l'onde acoustique se propage. Et puis on a la dernière équation qui est la conservation de la masse. Donc divergence de mu total fois V plus D de mu total sur dt égale 0. Donc en linéarisant, donc mu0 dv sur dx plus d de petit mu sur dt est égal à 0. Donc voilà les 3 équations de base linéarisées. Et donc, on va établir l'équation de D'Alembert. Donc, alors je vais les numéroter. Équation 1, équation 2, équation 3. Donc l'équation 2, je vais la réécrire. Mu est égal à qui est mu0 fois pi. L'équation de l'air, on va la dériver par rapport à x. Comme ça, on aura d de pi sur dx2. Donc, implique que d de pi sur dx2 est égal à moins mu0 d sur... Alors, on va tout de suite utiliser le théorème de Schwarz.
d sur dx de dv, d sur dt de dv sur dx. dv sur dx, on va le chercher dans l'équation 3. Donc dv sur dx, donc ça va nous donner du moins 1 sur mu0. Donc ça va faire mu0 sur mu0. d2 sur dt2 de petit mu. Or, petit mu, donc d'après l'équation 2, c'est qui est mu0 pi. Et donc, on a d2 pi sur dx2 moins qui est mu0 d2 pi sur dt2 est égal à 0. Donc, c'est l'équation de D'Alembert vérifiée par la surpression. Et donc, par homogénéité, on identifie la célérité. Donc, une pression sur x carré, une pression sur t carré. Donc, ça, c'est homogène à une longueur au carré sur un temps à l'opposé d'une longueur au carré, d'une longueur au carré sur un temps au carré. Et donc, on pose la célérité est égale au carré est égal à 1 sur qui est mu0. Donc, la célérité 1 sur racine de qui est mu0. C'est sûrement un petit calcul que tu as fait de nombreuses fois. Il faut être vraiment le plus efficace possible. Alors, exprimer la compressibilité isotherme d'un gaz parfait. Donc là, pour te faire calculer la vitesse du son, dans l'air une petite originalité de ce sujet, plutôt que d'utiliser la loi de Laplace et sa différentielle logarithmique comme on fait habituellement, comme j'ai fait sur les autres épreuves qu'on a corrigées ensemble, eh bien là, on te fait passer par le coefficient de compressibilité isotherme au lieu du coefficient de compressibilité isentropique. Donc, qui est égal à 1 sur mu total dmu sur dp, mais cette fois-ci à température fixée. Alors pour avoir ça, il faut passer par l'équation d'état des gaz parfaits. Donc PV égale nRT égale grand N sur grand M RT pour avoir la masse volumique totale. Donc mu est égal à M sur V. Donc là aussi, on retrouve les techniques du début de l'épreuve. Donc MP sur RT. Donc on en déduit que dmu sur dp à température fixée. Donc on différencie ce truc-là à température fixée. Donc ce n'est pas des conditions isentropiques. Donc ça nous fait M sur RT tout simplement, que l'on réinjecte après dans le coefficient de compressibilité. Donc qui t est égal à 1 sur mu, mais 1 sur mu c'est RT sur MP, donc fois M sur RT, et donc il reste qui t est égal à 1 sur P, 1 sur la pression totale. Donc on retrouve bien sûr l'homogénéité. Le coefficient c'est homogène à l'inverse d'une pression. Et donc, comme on nous dit que qui est c'est 1 sur gamma qui t, donc ça fait 1 sur gamma fois P. Et donc, grâce à ça, eh bien, évidemment, on va prendre la pression au repos. C'est le coefficient calculé par rapport à cet état au repos. Et donc, on en déduit que CA vaut racine carrée de gamma P0 sur mu0. Mais bien sûr, mu0, c'est MP0 sur RT0. Et donc, ça fait racine de gamma 0, racine de gamma RT0 sur grand M. Et donc, CA carré, alors bien sûr, là, on retrouve l'idée que grand R, c'est le nombre d'Avogadro fois la constante de Boltzmann qui nous intéresse dans ce problème. Donc, NaKb T0 sur grand M. Donc ça, c'était la question petit b. Petit c. Donc pour un gaz réel, la célérité des ondes acoustiques est donnée au premier ordre. Donc on a un terme correctif. Donc alors, on va tout de suite prendre la racine de ce truc-là. Donc on voit qu'on aura Ca pour le, pour le gaz réel. Va être égal à Ca pour le gaz parfait. Donc 1 plus bêta P à la puissance 1,5, donc formule du binôme. 1 plus bêta P sur 2. Et donc on aura delta Ca, l'incertitude relative, l'écart relatif entre ces deux célérités delta Ca sur Ca qui vaudra bêta P sur 2. Alors on nous donnait la valeur numérique du coefficient bêta et on voulait que
Donc cette erreur relative reste plus petite que 10 puissance moins 6. Donc on en déduit que P doit rester plus petit que 2 10 moins 6 divisé par le coefficient qui valait 1,3 10 moins 11. Alors quand on fait l'application numérique, on trouve 1,5 bar. Donc là aussi, comme on travaillait entre 0,5 et 7 bars, on voit que la condition n'est pas vérifiée pour toutes les pressions dans cette étude et que voilà, on va être toujours un peu limite par rapport aux conditions expérimentales. Donc on continue avec la question 2A3. Donc l'incertitude sur KB doit être au plus égale à 2 10 puissance moins 6. Donc là, on nous fait faire des calculs d'incertitude. Le tableau ci-dessous donne les valeurs et incertitudes relatives de diverses grandeurs, dont la masse molaire de l'argon et son coefficient de Laplace gamma. Alors, déterminer l'expression de l'incertitude relative delta KB sur KB en fonction des incertitudes relatives des autres grandeurs. Donc, alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà isoler KB, puisque c'est la mesure de la vitesse du son dans l'air qui va nous donner accès à KB. C'est un peu ça l'esprit de l'exercice. Alors bien sûr, c'est une histoire de différentiel logarithmique, sachant qu'à la fin, tout à la fin du problème, on te donne une formule sur la propagation des incertitudes. Alors tu peux l'utiliser directement. Ou alors la redémontrer, voir d'où ça vient en prenant le log de KB. Donc c'est le log de M plus le log de CA moins le log de gamma moins le log du nombre d'Avogadro moins le log de T. Et puis prendre la différentielle logarithmique, la différentielle. Donc dKB sur KB est égal à dm sur M plus d de CA sur CA moins d de... Bon, c'est pas vraiment dans l'esprit de l'énoncer ce que je fais là, mais c'est plutôt pour te remontrer d'où vient cette idée de calcul d'incertitude. Alors, ensuite on passe aux incertitudes. Donc on aura des delta de KB sur KB. Donc là, il faut prendre la somme des écarts quadratiques, des incertitudes quadratiques. Donc on aura, ou alors on va travailler au carré, comme ça on n'aura pas de racine... Non, il fallait déterminer l'incertitude delta KB sur KB. Donc on est obligé de faire comme ça, pas au carré alors. Donc delta M sur M au carré plus delta CA sur CA au carré plus delta gamma sur gamma au carré. Donc on met que des plus delta du nombre d'Avogadro sur NA au carré. Alors c'est un peu lourd, hein. Au carré. Et donc on peut faire l'application numérique de ça. Donc ne néglige pas les applications numériques. Alors est-ce qu'on avait... Oui, on avait une incertitude sur gamma, enfin elle était nulle. Et donc on trouve que ça fait... Alors... déterminer, oui, on n'avait pas vraiment d'application numérique à faire, mais puisque en fait on ne connaissait pas ce terme-là. Et donc le but, au contraire, c'était de le déterminer pour avoir cette incertitude, une valeur donnée. Donc il fallait finalement quand même tout élever au carré. Alors bon, il faudra recopier, hein, pour isoler. Donc pour isoler l'incertitude relative sur la vitesse, hein, puisque c'était elle, finalement, qu'on nous demandait de déterminer. Donc delta sur CA est égal à racine carrée, bon, il faut l'écrire, hein, c'est un peu lourd, delta KB sur KB au carré, moins toutes les autres. Hein, donc, voilà, toutes les autres. Voilà, je le fais bref. Et donc, voilà, donc on voulait une certaine incertitude ici, 2,10 moins 6 dit l'énoncé, et il fallait déterminer donc cette incertitude-là.
Alors, encore une fois, hein, même si c'est un peu lourd, ne néglige pas ces questions. Elles ne sont pas difficiles et elles rapportent beaucoup de points. Donc 6,4, 10 puissance moins 7. 10 puissance moins 7. Alors, une partie plus intéressante, donc qui concerne, enfin plus intéressante, c'est un peu moins lourd. Donc, partie 2B, onde acoustique sphérique. Donc, on a un résonateur sphérique, c'est-à-dire qu'en fait, on va voir qu'on va réaliser des ondes stationnaires dans une sphère de rayon petit a. Donc, c'est un petit peu l'équivalent des tuyaux sonores fermés au moins à une extrémité, mais pour donc une géométrie sphérique. Et donc avec une vitesse qui va être radiale, un champ de pression qui va être lui aussi qui va dépendre de R. Et voilà, donc alors, équation du potentiel, question 2B1. Montrer qu'on peut définir un potentiel des vitesses, phi de R et de T, sachant qu'on fait l'hypothèse donc que la vitesse des particules de fluide sous l'effet de l'onde acoustique, elle est radiale, on n'est pas forcément en régime permanent, mais elle est selon ER et elle dépend de R. Alors, quand est-ce qu'on a un potentiel des vitesses? C'est quand l'écoulement est irrotationnel. Donc, est-ce que rotationnel de V égale 0? Alors, pour ça, je te rappelle qu'en coordonnées sphériques, surtout, n'essaie pas d'inventer l'expression du rotationnel avec un pseudo-nabla, etc. Ça ne s'invente pas. Donc, tu dois aller à la dernière page. On doit te donner un formulaire. Donc, à la dernière page, la page 11, tu as le rotationnel d'un champ de vecteurs. Et là, bon, bien sûr, tu ne vas pas le recopier sur ta copie, mais tu montres bien que tu as été chercher le rotationnel hein, et que tu as bien vérifié que rotationnel de V était nul. Et donc, ça, c'est équivalent à dire il existe un potentiel phi tel que V est égal à gradient phi. Alors, certains, par analogie avec l'électrostatique, mettent V égale moins grade phi comme E égale moins grade V. On va laisser V égale gradient phi. Donc, un potentiel de vitesse. Tu as intérêt de savoir ce que c'est. Donc, relier une dérivée partielle du potentiel au champ de surpression et à la masse volumique mu0 en considérant le potentiel identiquement nul, quel que soit le temps si pi égale 0. Donc, ça sera pour les constantes d'intégration. Donc, on est dans la question toujours petit a. Donc, 2B1 petit a. Numérote bien les questions sur ta copie. Alors, quelle est la relation qui relie la vitesse et le champ de pression? C'était l'équation de l'air, hein, une équation de couplage. Donc mu0 dv sur dt est égal à moins dpi sur dx, vecteur ux. Attention, vecteur égale vecteur, hein, ne mets pas un vecteur d'un côté et pas de vecteur unitaire de l'autre. Alors, v c'était gradient phi, mais évidemment le gradient ici ça va être en sphérique dφ sur dr, vecteur ER. Hein, bon, je pense que c'est donné ça aussi dans l'annexe. Le gradient, oui, voilà. Mais enfin bon, en sphérique, quand les choses ne dépendent que de R, c'est quelque chose que tu dois connaître. Donc on aura mu0. Allez, on va tout de suite permuter les dérivés parce qu'on va intégrer par rapport au temps. Donc, non. On ne permute pas les dérivés. Et là, c'est le gradient. Donc, j'avais mis UX, mais en fait, c'est ER. Hein, donc, on est en sphérique et non pas en cartésien. Donc, moins dpi sur dr, vecteur ER. Et donc, on va intégrer ça par rapport à R, puisque justement, par rapport au temps. Non, on va l'intégrer par rapport à R, parce que là, on a dpi sur dr. Oui, donc on va bien utiliser le théorème de Schwarz. Hein, donc de dφ sur dt est égal à moins dpi sur dr. Voilà, j'ai enlevé, là, il faudrait aussi un vecteur unitaire. Donc, on intègre ça par rapport à R, comme des fonctions d'une seule variable, mais la constante d'intégration, ce sera une fonction qui dépend du temps. Donc, mu0 dφ sur dt est égal à moins pi de r et de t plus une fonction du temps. Et c'est là que la condition d'intégration nous disait qu'on choisirait un potentiel nul
Donc le potentiel, il est toujours défini à une fonction du temps près, puisque quand tu prends la vitesse, tu prends le gradient, qui est un opérateur d'espace, et donc on peut rajouter n'importe quelle fonction du temps en régime variable, ça ne change pas le champ des vitesses, qui seul a une signification physique. Et donc on a cette relation-là, donc pi de r et de t, le champ, la surpression, c'est moins une équation de couplage, mais en passant par le potentiel des vitesses, et donc est égal à moins mu0 dφ sur dt. Bon. Alors, on cherche des solutions de la forme phi de r et de t égale f de r cos oméga t. Donc une onde stationnaire, on le voit, en sphérique, donc séparation des variables d'espace et de temps, technique très classique, appelée mode propre radio, et oui on comprend parce que ça dépend du rayon R. Donc question 2b2. Les ondes sont confinées dans le résonateur de rayon A. Quelle est la conséquence sur l'ensemble des pulsations admissibles? Alors ça devrait sortir des calculs. Mais c'est comme la corde de Meld ou comme les tuyaux sonores, ça va être la quantification. Hein, on va avoir des fréquences précises qui vont pouvoir exister à cause des conditions limites. Donc on va avoir quantification des oméga. C'est aussi le cas par exemple en mécanique quantique pour les particules localisées dans des puits finis ou infinis. Les parois du résonateur sont supposées indéformables, en déduire une condition limite qu'on exprimera sur f de r ou ses dérivés. Donc là, la paroi en r égale a est une paroi indéformable, le fluide parfait, mais il ne peut pas pénétrer ici. Donc comme la vitesse est radiale, cela signifie que cette vitesse va s'annuler. Donc v en r égale a est égal à 0, quel que soit t. Mais cette vitesse, alors la vitesse de façon générale, donc ce sera dφ sur dr en mesure algébrique. Hein, donc ce sera f' de r cosinus oméga t. Et bien sûr, c'est sur la partie spatiale de cette fonction que va porter la condition aux limites. Donc on aura f' de a est égal à 0. Voilà la condition. Voilà, donc évidemment c'est aussi dφ sur dr en r est égal à a. Alors, le vecteur, question 2b3, on va faire un peu de place. Donc, question 2b3. Donc des considérations énergétiques. Donc le vecteur densité de courant énergétique est défini par donc J indice E de R et de T est égal à pi la surpression fois V de R et de T. Alors je ne sais pas comment tu notes ça dans ton cours, mais moi dans mon cours, c'est ce qu'on appelle le vecteur de Poynting acoustique, dont le flux donc est en watts par mètre carré, et son flux, donc, c'est la puissance transportée par l'onde acoustique. C'est donc le flux le vecteur densité surfacique de flux. Alors, exprimer JE, là on a un peu changé les notations parce que la surpression a été notée pi. Hein, mais parfois ce vecteur dans certains cours il est noté pi. Donc, exprimer JE, donc il faut exprimer pi. Alors, on avait une relation qui était que pi de R et de T, c'était moins mu0 dφ sur dt. On avait aussi la relation V de R et de T, bien sûr, c'est la relation qui lie. C'est donc dφ sur dr. Alors, étant donné que donc le potentiel s'écrivait f de r cos oméga t, donc ça va s'écrire mu0 oméga f de r sinus oméga t, hein, la dérivée du cosinus c'est moins le sinus, et donc dφ sur dr, ça va s'écrire tout simplement f' sinus oméga t, cosinus, pardon, on dérive par rapport à r. Et donc on reporte tout ça dans l'expression de JE, donc en mesure algébrique, ou même vectoriellement. Donc ça va nous donner du mu0 oméga f, f' cosinus sinus, vecteur ER.
Interpréter la valeur moyenne de JE. Donc on voit que valeur moyenne de JE, je te rappelle qu'une valeur moyenne, c'est 1 sur T intégrale de 0 à T de JE dt. Or, ici, on a du 1/2 de sinus de 2 oméga t. Donc on a un terme qui oscille avec une période t sur 2. Si t, grand T, c'est la période en oméga, 2pi sur oméga. Donc on voit que ce truc-là, en fait, il va être nul. Alors ça, c'est très classique. Pourquoi c'est nul? Parce qu'on a une onde stationnaire qu'on va pouvoir interpréter comme étant la somme, en fait, d'une onde divergente et d'une onde convergente. Et donc au bilan, un peu comme dans un tuyau sonore où l'onde stationnaire est somme d'une onde qui se propage dans le sens des x croissant et d'une somme et d'une onde dans le sens des x décroissant, les deux vont se compenser. Et donc finalement, l'énergie ne se propage pas. Et c'est ça qu'on veut te faire dire, c'est caractéristique de toutes les ondes stationnaires, sauf qu'ici, on est en géométrie sphérique. Alors, 2B4, autre question extrêmement classique. Donc, c'est la forme des ondes sphériques. Alors, montrer, c'était très bien guidé, que la fonction, on va lui donner un nom, grand f de r est égal à r petit f de r. Vérifie une équation classique dont on donnera les solutions en posant K est égal à oméga sur CA. L'amplitude des ondes doit être définie en tout point du volume du résonateur, en déduire l'expression du potentiel à une constante multiplicative près. Où je m'aperçois que j'avais oublié de faire quelque chose, c'était de démontrer que le potentiel vérifiait l'équation de D'Alembert. Alors, comment le dire rapidement? Eh bien, si vraiment tu es pressé, tu dis que V et Φ sont reliés entre eux par une équation linéaire à coefficient constant. Donc, au sens large du terme, c'est ce qu'on appelle en physique une relation linéaire. Donc, l'équation différentielle vérifiée par Π ou par V, c'est la même que celle vérifiée par Φ. Bon, je doute que peut-être tu n'auras pas la totalité des points. Voilà, mais comme j'ai oublié de le faire, c'est pas très grave. Voilà, on a cette équation pour Φ. Alors, il faut donc exprimer ça. Alors, attention, le Laplacien, on est en coordonnées sphériques, là aussi. Tu n'inventes pas un Laplacien genre d2Φ sur dr2 en pensant que tout ce qui se passe en cartésien se généralise. Non, on est en sphérique, tu n'inventes pas le Laplacien scalaire, mais tu vas le chercher. Donc, dans le formulaire, là, moi, tu vois, je ne le connais pas par cœur, je refuse de l'apprendre. Donc, d2 de r, f de r, sur dr carré, donc multiplié par cosinus oméga t, donc moins 1 sur c carré, d2 φ sur dt2, donc φ c'était f de r, hein, φ c'était donc f de r cosinus oméga t, donc on dérive deux fois le cosinus, donc moins oméga 2, donc ça va faire plus, donc oméga carré fois f de r cosinus oméga t égale 0. Donc on simplifie par cos oméga t. Et effectivement, donc si on fait passer le r de l'autre côté, donc on aura, je mets une dérivée droite parce que r ne dépend, f de r ne dépend que de r. Donc on a qu'effectivement, donc d2 sur dr2, la dérivée seconde de rf de r, plus petit k2, d'après l'énoncé et notation, rf de r, donc grand F, égale 0. Donc une équation du type, entre guillemets, oscillateur harmonique, mais non pas pour petit f tout seul, mais pour grand F égale rf de r. Donc comme je dis, on reste groupir. Alors, je dis type oscillateur harmonique parce que bien sûr, c'est r la variable et non pas le temps. Donc on sait écrire directement les solutions. Alors si ça t'aide dans l'écriture, tu peux écrire grand F de r égale petit r f de r, c'est a cosinus kr plus b sinus kr. Et donc, on retrouve le résultat très classique de l'amplitude de l'onde sphérique qui décroît en 1 sur r à partir de la source. Hein. Donc ça, c'est voilà, c'est très classique. Et donc tu vois l'astuce, hein, c'est qu'en fait, pour la fonction grand F, eh bien, on se retrouve pratiquement comme dans une situation à une seule dimension. Alors, argument physique pour les constantes d'intégration, problème en r égale 0.
Donc en R égale 0, le sinus s'annule. Donc finalement, ce truc-là, tu vois, sinus KR est équivalent à KR. Donc celui-là, il pose pas vraiment de problème, un peu comme un sinus cardinal. Alors que lui, il pose problème puisque cos KR vaut 1. Donc A sur R, ça diverge. Donc en fait, on va garder... on va prendre A égale 0 à cause des arguments physiques parce que ça fait diverger la fonction en 0. Tout ça, il faut que tu l'expliques très en détail, hein. On attache une grande importance au fait que tu introduises des arguments physiques, hein, dans le choix des constantes d'intégration. Donc, il ne faut pas le bâcler. Et donc, on va garder le sinus. Donc, f de r est égal à b sur r sinus kr. Et donc, le potentiel phi de r et de t, donc à une constante multiplicative près, oui, parce qu'on ne connaît pas la valeur de la constante. Donc, c'est f de r cosinus oméga t. Donc, voilà la fonction, le potentiel des vitesses. Alors, maintenant, on va voir la quantification des modes. Donc, c'est toujours un peu les mêmes raisonnements, comme on fait dans les puits de potentiel, en mécanique quantique, comme on fait avec les tuyaux sonores rectilignes, comme on fait avec la corde de Meld. Tout ça, c'est le même type de raisonnement. Donc, donner l'expression de la fréquence de résonance nu-n des modes propres radio en fonction de la vitesse du son, CA, du rayon, etc. Donc là, évidemment, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, on avait les conditions aux limites qui étaient que, où est-ce que c'est? Donc la vitesse devait s'annuler en R égale A. Donc on doit se retrouver avec, on avait écrit cette relation sous la forme donc d phi sur dr égale 0 en R égale A. Alors attention, il n'y a pas que le sinus à dériver, hein, parce qu'on a du B sur R là. Donc on va d'abord calculer peut-être d phi sur dr pour tout R avant de fixer R égale A. Donc ça va nous donner, alors le B on peut le mettre en facteur, donc ça va nous donner du B cos oméga t, donc ça je le mets devant, crochet, donc moins sinus KR sur R carré, j'ai dérivé 1 sur R, donc plus K sur R cosinus KR. Et donc ça doit, ce crochet doit s'annuler en R égale A. Donc d phi sur dr égale 0 en R égale A implique, donc je vais faire sinus de produit en croix, donc tangente KA, je peux multiplier par A, donc est égal à KA. Donc voilà la condition que l'on doit, la condition qui va nous fixer les valeurs des modes propres. Alors c'est un peu caché, hein, parce qu'en fait, on pourrait presque résoudre graphiquement cette affaire-là, parce qu'en fait le oméga il est caché, les pulsations elles sont cachées dans les valeurs de K qui vérifient cette relation-là, parce que K c'est donc oméga sur C, c'est donc 2pi nu sur C. Hein, donc voilà, nu il est bien caché ici dans les valeurs de K. Donc donner l'expression de la fréquence de résonance des modes propres, alors évidemment on ne peut pas les exprimer de façon analytique, on pourrait le résoudre numériquement, voilà, mais autrement on ne peut pas. Et donc en fonction de la vitesse du son, du rayon A, du résonateur et de la nème racine non nulle d'une fonction à préciser. Alors si on posait, tiens, g de x est égal à tangente x moins x, donc on voit qu'avec x donc, est égal à ka, eh bien on voit qu'effectivement les solutions ka sont racines de cette fonction. Tiens, je vais multiplier là et ici par a, et donc on aura nu-n est égal, donc ça c'est mon x, donc à xn petit c sur 2pi a. Je vérifie l'homogénéité, donc xn c'est sans dimension, le x, un ka, k c'est l'inverse d'une distance, donc mètres par seconde divisé par a, donc ça fait bien des secondes moins 1, donc xn sont les racines de la fonction petit g, la nème racine, et donc si on est capable de résoudre numériquement g de xn égale 0,
eh bien, on les reporte et donc on a la quantification, on aura les fréquences propres. Malheureusement, ça n'est que numérique ou graphique, mais pas analytique. Alors, dernière question, donc 2B6. Donc 2B6, la précision exigée sur la valeur de CA nécessite des incertitudes sur la mesure du rayon A du résonateur et de la fréquence des modes suffisamment faible. Donc on voit qu'effectivement, j'ai inversé la relation précédente. CA donc fait intervenir la mesure du rayon A du résonateur et aussi les fréquences propres. Et donc cette incertitude sur CA aura des répercussions sur l'incertitude sur la mesure de la constante de Boltzmann par cette méthode. Alors, en déduire la valeur de la célérité CA, on nous donne A nu1 x1. Donc on peut faire une application numérique. Voilà, pour calculer la valeur de CA. Alors on trouve, bon, on va donner suffisamment de chiffres significatifs. Exceptionnellement, on en donne beaucoup parce que voilà, tout est dans la précision et puis il faut être cohérent avec les données de l'énoncé sur le nombre de chiffres significatifs qu'on nous fournit. Et il y en a beaucoup, exceptionnellement. Donc c'est petit a hein, sur lequel il y en a le moins. Alors, donc voilà l'expression de la vitesse c. Et donc cette incertitude, donc on applique directement la formule. Hein. Je ne passe pas cette fois-ci par la formule de la différentielle logarithmique. Donc dA sur A au carré plus d de nu1 sur nu1 au carré plus incertitude relative sur x1 au carré. Et donc ça en fait c'est pratiquement égal avec les valeurs numériques à delta A sur A, c'est-à-dire 1,8 10-6 puisque les autres étaient beaucoup plus précises. Et donc grâce à ça on peut en déduire l'incertitude sur le nombre de Boltzmann. Alors c'est la même formule que tout à l'heure. Hein, donc on l'avait déjà écrite. Donc delta KB sur KB, c'était racine carrée. Hein, donc ça dérivait simplement de la formule de la vitesse du son. Et donc la propagation des incertitudes. Voilà. Alors. Et donc on peut faire l'application numérique. Et donc ça nous donne 3,9 10 puissance moins 6. Hein, et donc voilà, ça veut dire qu'on pourra avoir 7 chiffres significatifs sur la valeur de KB. Donc la suite dans la prochaine vidéo, très intéressant. L'histoire de la molécule d'ammoniac, le double puits fini en mécanique quantique. Donc, bon, ben voilà, c'est une épreuve marathon. Hein. Donc, il faut bien choisir les parties qu'on a envie de traiter, celles sur lesquelles on est le plus à l'aise, et puis essayer d'aller quand même un petit peu au fond des choses. Donc, on se retrouve pour la suite. Bon courage!